Alors, notre dernière présentation d'aujourd'hui, ça va être par Jessie. Jessie nous a fourni une petite biographie que je vais lire. Jessie écrit: Je suis créatrice de jeux vidéo, compositrice de musique électronique et expérimentale et artiste numérique. Au niveau de la recherche universitaire, je m'intéresse particulièrement à l'expérimentation vidéoludique, à l'épistémologie de la recherche-création, ainsi qu'aux divers moyens théorico-pratiques d'étendre le registre expérientiel des jeux vidéo du point de vue des développeurs d'art game. Je suis candidate au doctorat en études cinématographiques à l'Université de Montréal en recherche-création. Mon sujet de thèse porte sur l'emploi volontaire des contradictions logiques perceptibles dans le cadre de développement du monde vidéoludique. Ma présentation portera sur les avancements majeurs du projet de recherche en présentant des premiers résultats analytiques et techniques compilés à l'intérieur d'une structure que j'ai nommée base de données d'opération d'annulation du réel. Alors, je te laisse la parole. Merci. Parfait, pour me présenter. J'ai pas besoin de plus présenter avant de rentrer direct dans le sujet. Donc oui, c'est mon projet de doctorat, où est-ce qu'il est en ce moment, là, ça fait à peu près un an. Donc voilà, je pars le temps parce que je fais la même présentation en anglais au CGSC, j'aimerais savoir combien de temps ça me prend. Donc, sans plus tarder, je pense que c'est intéressant de penser. En fait, ironiquement, j'avais lu le livre, mais je suis retourné dedans et j'ai trouvé une citation intéressante de Jessica Jules dans Half-Life qui nous dit: en plus de monde incomplet, certains jeux et plusieurs jeux vidéo présentent des mondes ludiques qui sont des mondes incohérents, de sorte que juste contredit lui-même ou empêche la joueuse d'imaginer un monde fictionnel complet. Évidemment, c'est ma traduction, c'est le cas par des citations que j'ai là. Donc, on voit en fait qu'il y a des contradictions, des choses qui ne fonctionnent pas dans les jeux. Ben, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui date depuis un certain moment. Donc, on peut essayer de se questionner: ouais, OK, mais où est-ce qu'on voit ce genre d'incohérence-là, de contradiction? Il fallait qu'on fasse des réponses. Donc, un exemple que j'aime beaucoup employer, c'est celui de la mort vidéoludique. Il y a plusieurs types de mort vidéoludique, mais une qui revient souvent, c'est la mort par checkpoint. Là. Donc, lorsque je meurs en quelque part, ben, en fait, je reviens dans le passé. Et pourquoi est-ce qu'on peut le penser comme une contradiction? Parce qu'en fait, dans la plupart des jeux où on n'explique pas cette mort-là, où on ressuscite pas, là, dans la plupart des œuvres de fiction, c'est un peu cette vidéo, on n'est pas un être divin, on revient en arrière parce que, en tant que joueuse, on veut pouvoir recommencer. Mais ce qui se passe, c'est que finalement, entre notre checkpoint et notre mort, ben, tout ce qui s'est produit, c'est comme si ça ne s'était pas vraiment produit, mais en fait, j'ai acquis cette expérience-là. J'ai peut-être même développé des stratégies qui vont me permettre de mieux avancer. Donc, finalement, ben, non, j'ai vraiment vécu ce qui s'est passé entre ce moment et ma mort. Et donc, finalement, ben, c'est un peu, à la fois je suis mort, à la fois je suis pas vraiment mort. On voit qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, donc c'est intéressant d'y réfléchir. J'aime pas le... Ah, beaucoup mieux comme ça. OK, donc, des aspects incohérents, impossibles de monde vidéoludique, on en voit beaucoup de manière individuelle. Vous avez certainement entendu parler de l'idée de dissonance vidéo-narrative, donc souvent des incohérences ou des choses qui ne fonctionnent pas entre le gameplay versus ce qui se passe, qui est reproduit dans la fiction lorsqu'elle est narrée, par exemple, dans les cinématiques. Par exemple, un héros qui est perçu comme quelqu'un de très bien, mais qui finalement tire sur absolument tout le monde dans les séances de gameplay. On peut penser à des espaces impossibles à travers des portails, des espaces récursifs, etc. On peut penser à des paradoxes temporels aussi. Ce qu'on n'a pas nécessairement, c'est un modèle qui regarde tout ça en même temps, qui s'intéresse vraiment justement à des incohérences at large, au sens large. Et donc, moi, c'est ce qui m'intéresse. Là, je dis qu'il n'y en a pas. En fait, il y en a quelques-uns, mais je peux approfondir la question beaucoup plus loin que ce que ça a été présenté. J'ai juste pas le temps de vous présenter ce qui a déjà été fait. Donc, mes objectifs à moi, d'abord, il y a des objectifs qui sont très artistiques, parce que, ben, c'est ça, là, je suis artiste, donc on veut pas, j'intègre ça, même si je suis en recherche, pour faire juste de la recherche pure. Donc, entre autres, oui, j'aimerais étendre le registre expérientiel des jeux vidéo. Dans ce cas-là, particulièrement en explorant des expériences qui pourraient vraiment jamais autrement être vécues dans le monde réel.
Puis là, ben, je veux aller vraiment plus loin même que cette idée-là de je pourrais pas m'envoler. Dans la mesure où, oui, en fait, je pourrais mettre un jetpack, puis éventuellement, je serais capable de m'envoler. Je vais aller vraiment plus loin que ça. Finalement, imaginer des mondes où ben, justement, les contradictions fonctionnent. Donc, des choses peuvent à la fois exister et ne pas exister. Ben, comment est-ce qu'on fait pour percevoir ça? Qu'est-ce que ça implique finalement de manière logique ou de manière expérientielle, esthétique, etc. Plus spécifiquement, mes objectifs de recherche-création, ben, ça tournait autour principalement de définir une structure conceptuelle qui est justement très générale, mais aussi préliminaire, facilement extensible, qui regroupe beaucoup d'éléments et d'événements qui sont soit étranges, impossibles, incohérents, et spécifiquement basés sur des concepts fondamentaux en logique. Et l'idée, c'est de pouvoir fournir des outils d'analyse et aussi créatifs, donc d'être capable d'employer ces outils-là dans le cadre de développement de jeux vidéo à partir de la structure qui se développe peu à peu. J'ai parlé de contradiction. Je me suis quand même inspiré de la théorie des mondes possibles, plus spécifiquement des mondes impossibles. Donc, avant d'embarquer dans les mondes impossibles, ça vaut peut-être la peine de dire un peu c'est quoi la théorie des mondes possibles. C'est vraiment un langage qui nous provient de la philosophie qui a été employée un peu partout, incluant en littérature, ou même un petit peu au cinéma, en jeux vidéo, un petit peu, beaucoup. Là. Donc, la théorie des mondes possibles, en fait, est un peu partout. Et c'est un langage, en fait, qui nous permet non seulement de réfléchir des états du monde, des états d'une certaine réalité à travers des propositions telles que il y a un crayon sur la table, donc des propositions qui sont soit vraies ou fausses, d'avoir une logique aussi d'union, d'intersection, etc. Mais ça me permet aussi de parler en termes de possibilités, en termes de nécessité dans justement des mondes qui sont tellement larges, tellement complexes qu'en fait, j'ai pas toute l'information. En réalité, je peux juste, parce que lorsque je pense à la fiction, lorsque je pense à des jeux vidéo, ben, il y a des choses qui peuvent arriver, mais je suis pas certain que c'est ça qui va arriver, par exemple. Donc, ça peut être utile pour penser comment est-ce que le monde aurait pu être si certaines choses ne s'étaient pas produites ou si les choses avaient été différentes. Évidemment que ça peut nous intéresser justement pour s'intéresser au monde de fiction, parce que les mondes de fiction ne sont pas nécessairement exactement comme l'autre. On peut penser certains mondes de fiction comme des mondes alternatifs finalement à notre monde. On peut s'intéresser finalement à la validité, à l'état de vérité de certaines propositions dans un monde à l'aide de ce langage. Parce qu'en jeu vidéo, ben, on peut s'intéresser d'ailleurs en termes des différentes expériences qui vont être vécues d'une joueuse à l'autre. On peut s'intéresser à cette idée que, ben, en fonction des différents choix qui vont avoir lieu, il va y avoir des configurations différentes. Donc, certaines choses sont nécessaires, certaines choses vont absolument être vécues par n'importe quelle joueuse, mais certaines autres occurrences sont accessoires, vont vraiment dépendre des actions qui ont été commises. Vous pouvez lire la mémoire de Roxane Chartrand sur le sujet, ça m'intéresse de vraiment approfondir la question. J'espère que cette partie est claire parce qu'on s'en va. On la quitte immédiatement pour parler en termes de monde impossible parce que moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait. C'est certains mondes où, en fait, ce langage-là est rendu difficile parce que ben, ça n'a juste pas de sens. Ces mondes-là ne peuvent pas exister, en fait, parce qu'ils ne fonctionnent pas. Puis là, ben, ce qu'on entend par impossible, ça peut varier, mais plus souvent qu'autrement, on va penser en termes de logique. On peut inclure ou non l'idée de mathématiques, parfois métaphysique, mais là, lorsqu'on parle de métaphysique, ça va dépendre des philosophes, ça dépend à qui vous parlez, qu'est-ce qu'on entend par métaphysique. Moi, je vais m'intéresser beaucoup plus à la nécessité logique, mais finalement, ce qu'on va avoir comme idée, c'est qu'un monde va être impossible lorsqu'on ne respecte pas les nécessités fondamentales de logique, par exemple, comme la loi de non-contradiction, la loi de l'identité, quelques autres lois, tout dépendant des modèles qu'on choisit. Mais aussi, on peut s'intéresser aux mathématiques. Là, donc, on s'assure que toutes les règles mathématiques fonctionnent dans un monde. Si ces règles-là ne fonctionnent pas, si par exemple, dans un monde 1 plus 1 égale 0, ben, on a un monde impossible parce qu'il y a plein de conséquences là-dessus qui ne fonctionnent pas pour plein de raisons. J'espère que aussi c'était clair. Pourquoi considérer des mondes impossibles dans le jeu vidéo? On a vu que déjà, il existe des contradictions qu'on le veuille dans les jeux vidéo. Mais on peut aussi s'intéresser à pourquoi est-ce qu'on pourrait vouloir envoyer des mondes impossibles ailleurs qu'en jeu vidéo, puis finalement établir certains parallèles. Donc, des mondes impossibles, ça a été employé pour toutes sortes de raisons. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ce livre-là n'est pas évident parce que ça reste que c'est un livre de philo
intense, avec beaucoup de modèles et toute l'écriture aussi, très logique, mathématique qui vient avec, mais qui est super intéressant justement pour explorer la question et qui nous démontre aussi à quel point ça peut être utile pour toutes sortes de raisons. Par exemple, pour représenter la logique de l'imagination, parce qu'évidemment, je peux imaginer des choses contradictoires. J'ai le droit d'imaginer certaines phrases, certaines propositions qui sont à la fois valides et invalides. J'ai le droit de faire. Je peux tout simplement utter the sentence, dire cette phrase et en dire une autre contradictoire, et voilà, j'ai d'imaginer quelque chose qui ne fonctionne pas, et après, j'ai le droit de dire que c'est un monde. On peut penser les systèmes épistémologiques et d'exastique imparfaits. Par exemple, je prends un exemple assez facile, je pense, c'est l'idée de la mathématique. Je peux savoir que l'intégrale, en fait, c'est une somme infinie de petites parties d'une fonction, de valeur d'une fonction entre plusieurs valeurs. Mais aussi, je peux croire que l'intégrale de sinus, c'est cosinus, parce que j'ai oublié qu'en fait, c'était moins cosinus, et voilà. Mes croyances sont contradictoires, je ne le sais pas nécessairement, mais finalement, je me contredis dans mes réalités, mes propositions véritables du monde, que j'imagine même être le monde réel. Des scénarios contrefactuels, donc je peux m'intéresser à des scénarios dans lesquels j'intègre, c'est-à-dire des contradictions, donc voilà, on peut en reparler. Et bien évidemment, les fictions inconsistantes, on peut s'intéresser à représenter les fictions qui se contredisent à travers cette logique de monde impossible. Et pourquoi est-ce qu'on peut faire des parallèles? Ben, évidemment, on peut mettre de la fiction en jeu vidéo, on peut représenter une logique de l'imagination en vidéo, en jeu vidéo. Par exemple, on peut présenter des hallucinations, on peut rentrer dans l'imagination d'une personne. C'est quoi le jeu qui faisait ça? Pardon? Psychonaut. Exact. C'est ça, je l'avais dans la tête. Psychonaut, c'est un peu ça l'idée, là. On rentre dans la tête des gens. Donc, si on veut représenter ces idées mentales contradictoires, ben, on peut le faire justement, en imaginant ces mondes impossibles. Bon. Moi, ce qui m'intéresse spécifiquement, encore une fois, c'est plus souvent, autrement, ce qu'on emploie pour parler de monde impossible, ben, c'est cette idée de contradiction logique. En littérature, c'est de loin ce qui a été, me semble, de loin ce qui a été le plus réfléchi. C'est le bris de non-contradiction dans les fictions impossibles, dans les fictions illogiques, si on veut utiliser d'autres termes aussi. C'est-à-dire une fiction où une proposition A et non A sont à la fois valides. Il y a une paire d'écouteurs sur la table, il n'y a pas une paire d'écouteurs sur la table. Imaginez que ces deux réalités-là sont valides et que leurs implications aussi potentiellement fonctionnent ou pas. En jeu vidéo, on peut avoir toutes sortes de contradictions. Je vous donne des exemples. Il y en a qui sont très simples. Ceci est un mensonge, un paradoxe sexuel. Donc ça, c'est immédiat. Si vous voyez cette phrase, vous savez immédiatement qu'il y a un problème. Si vous reconnaissez que c'est un paradoxe, du moins. Certaines peuvent requérir au moins une perception minimale. Donc là, dans ce cas-là, il faut imaginer que vous êtes dans une salle, vous voyez une chaise et tout à coup, la chaise est une pomme. Ben, je peux me dire, oh, cet objet-là a à la fois l'identité ou la nature d'une chaise et d'une pomme. Conséquence, après qu'il vienne après, ben, ça dépend. Yes, la vidéo fonctionne. Ici, c'est un peu plus interprétatif dans le sens où là, ça dépend du point de vue, un certain effort qu'il faut employer pour reconnaître que ben, les cubes existent de certains points de vue, mais il n'existe pas d'autres points de vue. J'avais donné ça en devoir dans un cours que je donnais. Il fallait reproduire cet effet-là. Il y en a qui sont encore plus compliqués, ben, pas compliqués, mais qui demandent encore plus d'interprétation, même qu'on peut, à la limite, on peut débattre sur une vidéo, à savoir est-ce que c'est une contradiction ou non. Penser à un monde récursif, donc ces formes-là se répètent infiniment. Plus vous avancez, plus les formes reviennent. Donc, on peut interpréter à partir de ça que ben, chaque position, en fait, se répète à l'infini. Donc, je suis à la fois proche, à la fois moi, à la fois éloigné de chaque position dans l'espace. Voilà, on a potentiellement reconnaissance d'une contradiction ici, évidemment, qui est interprétée dans ce cas. Alors, moi, c'est ce qui m'intéresse. J'ai voulu faire une base de données de ces contradictions. Et c'est pour ça que j'arrive avec cette idée de base de données de fédération, d'annihilation du réel, parce que, en fait, on coupe toutes les relations avec la réalité. Du moment où il y a une contradiction, ben, ça ne fonctionne pas du tout avec notre monde. Donc, c'est un peu ça, grosso modo,
pourquoi j'ai choisi ce titre-là. On va parler encore plus si vous voulez. Donc, voilà, j'ai créé cette base de données. À la base, chaque nouvelle entrée, chaque nouvelle contradiction avait un identifiant numérique, un titre, une courte description esthétique de comment ça paraît, comment ça se déploie vraiment dans le jeu, mais aussi une implémentation spécifiquement dans Unity. En fait, c'était absolument important que je sois capable de l'implémenter, sinon je ne l'incluais pas dans ma base de données. L'origine, donc où ça a été découvert, dans quel jeu ça a été découvert, et finalement un type anticipé. Donc, j'imaginais que, par exemple, un portail, ben, immédiatement, j'avais dans la tête, ah, ben, ça, c'est une contradiction liée à l'espace, par exemple. C'est un type dans ce temps-là qui était anticipé, mais je vais revenir à cette idée-là un peu plus tard. Alors, chaque nouvelle entrée était découverte. Je jouais à une variété de jeux. Lorsque je découvrais une contradiction, lorsque j'étais émerveillé ou moins émerveillé par cette contradiction, je la prenais, je regardais, est-ce que je sais comment l'implémenter? Si je suis capable de proposer une implémentation que je sais fonctionne, parfait, je la rentre dans ma base de données. Donc voilà, il fallait que je sois en mesure de l'implémenter. C'était la condition minimale. Et en fait, c'est aussi ce qui déterminait ce qui différenciait finalement chaque entrée, c'est bien l'implémentation et non la description. OK, les jeux que j'ai joués, là, ça a l'air bizarre. Plusieurs de ces jeux-là, c'était mes propres créations. Puis on peut se dire, ouais, mais comment j'ai découvert les contradictions dans mes propres jeux? C'est moi qui les ai fait, donc c'est un peu de la triche. Non, parce que j'ai pas, a priori, pensé ces contradictions-là. Donc, il y avait quelques exceptions, là. Oui, effectivement, à un moment donné, j'ai mis un paradoxe textuel, je l'ai compté, mais normalement, je pensais pas au préalable les contradictions. En fait, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai choisi des gestes particuliers. Par exemple, l'extension, voyons, switch, j'ai juste le terme, l'alternance, faisait alterner des valeurs parmi une liste de possibilités. Ça peut être la superposition, le mensonge. Il y avait toutes sortes de gestes. Je choisissais un geste pour développer un jeu. Donc là, je développais un jeu, puis je choisissais finalement ce geste, je l'employais de toutes sortes de manières différentes. Et lorsque ce jeu était complété, j'y jouais plusieurs fois. Et là, je portais attention à ce que je trouve des contradictions. Lorsque je trouve des contradictions, ben voilà, ça fonctionne. Mais les contradictions n'étaient pas prévues d'avance. Seulement, j'avais assumé qu'en jouant librement à l'aide d'un geste, sans trop faire de contraintes logiques autour de son utilisation, j'allais nécessairement tomber en quelque part sur des contradictions. Et effectivement, il y en a plein. J'ai pas juste choisi mes jeux, par contre, j'ai aussi joué à plusieurs jeux que moi-même je n'ai pas développés. En fait, très simplement, je joue à beaucoup de jeux parce que non, on n'a pas changé de jeu, là, pas quelque part. Donc, lorsque je trouvais une contradiction dans un jeu, auquel je jouais dans mon temps libre, parfait, je l'incluais. Encore une fois, seulement si je suis capable de proposer une implémentation. Si j'ai aucune idée comment faire ou si c'est trop complexe et qu'il faudrait que je découvre un peu comment faire, je ne l'inclus pas. Donc, j'ai adoré 4D Golf, mais je ne connais pas assez de mode en 4D pour pouvoir représenter un espace en 4 dimensions. Donc, il va falloir que si je fais assez, il va falloir que je le travaille si ça m'intéresse. Donc voilà, j'ai aussi sur Steam une catégorie qui place tous ces jeux-là, tous les jeux que j'ai envoyés, mais aussi d'autres jeux par la suite que j'ai trouvé intéressants, que j'ai mis dans cette catégorie de monde impossible. Une fois que ça c'était fait, j'ai nettoyé la base de données. Je suis passé de 291 entrées à 256. Je ne l'ai pas précisé, mais il y avait 10 de mes jeux, donc j'ai créé 10 jeux qui étaient utilisés, puis après ça, vous avez toute la liste. Donc voilà, c'est ça. Principalement, j'ai retiré des entrées qui étaient dupliquées, soit qui étaient pratiquement exactement la même chose, soit qu'en termes d'implémentation, étaient très similaires. Donc, pensez une sphère qui est à la fois un cube, parce que je suis capable de faire changer le modèle 3D, versus la même chose, mais c'est une pyramide qui devient un cylindre. Au niveau de l'implémentation, c'est la même chose. Donc, finalement, j'élimine ça si c'était le cas. À l'inverse, ça se peut que certaines descriptions soient absolument identiques, mais que l'implémentation change. Ça s'explique parce que différentes implémentations peuvent avoir toutes sortes de potentiels et de conditions différentes. Pensez des effets de réflexion. C'est très différent si j'utilise un stencil buffer ou une texture. Pardon, j'ai l'idée des portails. Non, oubliez ça. Donc, c'est très différent si j'utilise un reflection probe versus si j'utilise
des réflexions à l'aide des effets de ray tracing, dans la mesure où le ray tracing, ben, après ça, je peux faire facilement, de manière triviale, des réflexions sur des réflexions. Donc, contrairement à des reflection probes, où on peut peut-être trouver un moyen de le faire, mais c'est loin d'être trivial. OK. Je vous avais dit que j'avais un type pressenti. Ça a changé. J'ai enlevé cette colonne-là. C'est à la place devenu une typologie en deux temps. D'abord un type et un sous-type. Ça s'est fait un peu au ressenti. C'est sûr qu'il n'y a pas une grande théorie en arrière qui a été recherchée pour savoir quel type j'employais, mais grosso modo, les types sont plus représentatifs d'une certaine... sont plus conceptuels, si on veut. Ça représente certains éléments un peu plus abstraits de notre œuvre, que ce soit l'espace, le son. Donc, par exemple, j'avais une catégorie pour les contradictions qui mettent dans leur centre les effets sonores, l'espace dans le cas de la contradiction spatiale. J'ai fait la distinction entre l'espace, soit un regroupement très large d'objets dans lesquels on peut explorer, versus des objets plus individuels, qui parfois peuvent se recouper. Par exemple, une maison, ben, on peut peut-être y rentrer, mais dans un simulateur de gestion, ben, peut-être que les maisons, c'est des objets qu'on déplace. Donc là, ça devient un peu flou, ça dépend du contexte. J'ai pensé aux identités multiples. On peut être à la fois une chose et une autre. On peut avoir plusieurs perspectives, plusieurs caméras. Juste le fait, en fait, de contrôler une caméra en 3 dimensions, ben, le fait qu'on soit capable de regarder en arrière, mais à la fois que notre personnage regarde en avant, ben, déjà, c'est potentiellement, OK. Potentiellement des identités multiples. La physique incohérente, des gravités qui ne fonctionnent pas, par exemple, ou des contradictions temporelles. J'ai gardé contradiction générale à la fin parce que, en fait, c'est un peu mon fourre-tout, la contradiction générale, mais au final, la contradiction générale, ça inclut surtout des contradictions qui sont très textuelles, qui sont souvent très immédiates. Donc, on voit des propositions qui sont lues à l'écran, par exemple, sur du UI, ou de la façon, à travers un discours potentiellement, mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou encore des contradictions qui sont vraiment plus liées au format narratif, on pense une fausse fin. On vous annonce la fin, les crédits sont là, mais après les crédits, ben, il reste encore 2 niveaux, puis il y a une autre série de crédits après, par exemple. Je sais qu'il y a quelques jeux qui en jouent avec cette idée-là, justement. Cette typo-là, j'ai oublié de mentionner le sous-type. Donc, j'ai senti que c'était intéressant parce qu'il y avait quand même beaucoup d'entrées par type. J'ai senti que c'était intéressant d'avoir aussi un sous-type. Évidemment, je ne vais pas toutes les définir là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais ça, c'est plus axé sur l'implémentation. Donc, par exemple, au niveau des contradictions qui sont centrées sur un objet, je trouvais ça intéressant de voir qu'il y avait des patterns qui revenaient, que je suis capable de mettre ensemble. Et là, par exemple, j'avais cette idée qu'un objet, ben, ça peut être composé de manière incohérente. Donc, certaines textures, certaines parties de cet objet-là, certains paramètres ne semblent pas vraiment fonctionner les uns avec les autres. L'objet, je peux le dupliquer sans trop qu'on s'en rende compte. Donc, si je regarde de certaines perspectives, je regarde un objet, puis là, ben, je tourne la caméra, puis tout à coup, oh, il y a le même objet en arrière que j'ai pas vu être dupliqué. Je ne sais pas si c'était clair, mais un objet peut être incomplet, il peut manquer par exemple un collider. Ça se peut que je passe à travers cet objet-là, mais que je le vois. L'objet peut être transformé, puis j'ai aussi ajouté les effets de réflexion. Bref, on parle vraiment plus du niveau, un intérêt au niveau de l'implémentation dans ce cas-là. Bon, évidemment, il y a potentiellement un intérêt analytique. Là. Je suis capable de déterminer, de jouer à des jeux puis de dire, bon, ben, telle contradiction de tel type. Je peux essayer d'imaginer comment ça a été fait. Puis si, par exemple, une contradiction touche à l'espace, ben, peut-être que je peux essayer de voir comment est-ce que ça touche d'autres éléments de l'espace, comment est-ce que je pourrais me le réapproprier à travers d'autres paramètres de l'espace qui peuvent être exploités dans les entrées spécifiques que j'ai développées. Mais ça a aussi potentiellement, en tout cas, j'espère, un intérêt pratique. Mais c'est pas une solution unique. Là, donc, c'est un peu comme la même façon que Björk et Lopanen voyaient leur patron de conception. Là, c'est plus comme un outil, c'est plus que c'est une inspiration. Donc, la duplication d'objets, évidemment, on peut la réaliser de plein de manières différentes. Puis, comme j'ai dit plus tôt, ma base de données est tout à fait extensible. Il y a autant de contradictions qu'il existe de propositions, c'est-à-dire à l'infini. Donc, finalement, j'ai quand même découvert, en jouant à des jeux, en développant des jeux, beaucoup d'intérêt à générer ces contradictions logiques en design et en création de jeux, que ce soit des nécessités. J'en reviens sur l'exemple de la mort.
La mort en jeu vidéo, c'est contradictoire pour les raisons que j'ai démontrées, mais c'est une certaine nécessité, c'est parce qu'on veut être capable d'apprendre, on veut permettre aux joueurs d'apprendre les mécaniques. Pour des raisons plus ou moins similaires, ben, ça se peut que les ennemis qu'on a détruits, qu'on a battus dans un niveau reviennent exactement où ils étaient, même si ces ennemis ont été tués, parce que on veut être capable de recommencer le niveau, juste pour le fun peut-être. Ça peut être une sorte de puzzle, de défi. Pensez à Portal, tous ces Superliminal. Il y a plein de jeux vraiment qui exploitent beaucoup justement ces espaces impossibles-là. Juste pour pas t'interrompre. Oui, c'est parfait. Ça va fonctionner. Il y a une question d'ambiance aussi. Pensez à des monstres. Donc, on ne connaît pas trop la nature. C'est potentiellement beaucoup plus épeurant qu'un monstre dont on connaît très bien la nature. Ça peut être utilisé pour de l'humour, des discours politiques potentiellement. Moi, je l'avais employé pour avoir un discours vegan et là, je présentais des contradictions entre qu'est-ce que les gens imaginent se passe dans l'industrie agricole au niveau des animaux non humains versus qu'est-ce qu'on découvre lorsqu'on parle aux activistes qui vont sur le terrain prendre des vidéos à leur insu. C'est ça pour des représentations d'états mentaux, hallucinations encore, ça revient à l'imagination, etc. Ça peut être employé pour des métaphores. Puis ça peut être utilisé pour simplement avoir plus grand registre de la fiction. Finalement, je peux intégrer des contradictions parce que je veux, parce que j'ai le goût, parce que je trouve ça cool, parce qu'il tente, simplement. On a le droit en tant qu'artiste. Ça peut être intéressant à faire. Et je termine avec ça pour la suite. Donc ça, c'était une première partie de mon doc. La deuxième partie, sans compter la rédaction de la thèse, c'est de faire un jeu, de vérifier à quel point cette base de données est utile ou non dans un contexte de création et potentiellement aussi de l'améliorer, de voir comment est-ce que je peux reformuler certaines choses. Déjà, je sais que j'aimerais savoir des tags. Lorsque je pense à quelque chose, lorsque je dis « Ah, j'aimerais ça avoir une contradiction qui touche le terrain », mais j'aimerais ça être capable de faire une recherche terrain. Je trouve peut-être une liste d'inspiration à travers tout ça. Ça peut aussi voir comment est-ce que ça peut être envisagé dans un cadre en dehors de cette idée technique-là. Déjà, j'ai plein de réflexions qui s'en viennent autour de ça. Donc, voilà. D'ailleurs, ce jeu-là, je le présente ce vendredi si vous êtes là à l'exposition. Vous allez pouvoir y jouer. Le démo. Donc, le jeu, on va voir quand il va sortir. Merci. Donc, officiellement, on a juste 2 minutes de questions, mais je vous permets de le si vous voulez rester, je n'ai pas de problème. Merci pour ta présentation. Tu as fait un peu la philosophie logique des mondes possibles et tout ça, mais je me souviens chez Marion Ryan ou Thomas Ryan, il y a un exemple facile pour essayer que tout le monde comprenne. Donc, il y a un exemple de, je sais pas, Sherlock Holmes. C'est impossible de solutionner la quadrature du cercle, donc de rendre un cercle carré, c'est comme une impossibilité logique, puis c'est une proposition fictionnelle non acceptable pour l'actualisation. Tu as mentionné dans ton exposé que toi, au niveau de la création, tu pouvais rendre un cube sphère et vice-versa. Donc, je vais te poser la question, as-tu solutionné la quadrature du cercle, contrairement sur le pose, et deux, comment ça se passe au niveau de l'implémentation, comment tu fais ça? Oui, donc, des niveaux d'implémentation, justement, ça dépend. Les 256 entrées, c'est à peu près toujours différent ou, en tout cas, ça. Pour le plus spécifique de rendre un cube sphérique ou un cercle carré. Donc, évidemment, ce qui se passe dans le système, on est dans le monde réel. Donc, le code, si quelqu'un lit le code, la personne va comprendre qu'il n'y a pas vraiment une contradiction formelle rattachée à ce monde-là. Donc, c'est vraiment une contradiction qui peut être perçue. J'ai pas fait d'études de la réception, mais reste que toutes ces contradictions-là ont été perçu au niveau de ma propre réception, donc ça reste que ça touche quand même la réception, puis en fait, c'était même fondamental. Donc, les contradictions, c'est quelque chose que je peux percevoir, je peux avoir cette impression-là lorsque j'essaie de naviguer mon monde et que je pense pas nécessairement à qu'est-ce que j'ai implémenté en arrière. Donc, donc, par exemple, dans le cas d'un cube qui vient de sphère, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être un effet de transparence, ça peut être que le cube devient tout à coup une sphère, donc parce que j'ai changé le modèle que j'utilisais, ça peut être ça switch de manière répétée, ça peut être que ça a un cube, mais je sais pas, je lance un objet, puis c'est clair qu'en fait, ça rebondit comme si c'était une sphère parce que le Collider a la forme d'une sphère. Il y a plein de manières finalement de procéder, puis il y a plein de manières aussi de découvrir cette contradiction-là, donc ça se peut que
C'est-à-dire, ça se peut que je ne le vois pas immédiatement que ce cube-là a certaines propriétés d'univers. Donc, finalement, ces outils de création-là, c'est comme une super excellence pour explorer la contradiction, les contradictions logiques qui sont plus difficiles à faire en littérature ou sinon, finalement, c'est un outil parfait pour implémenter ce qu'on veut. Oui, ben, c'était une de mes réflexions principales à l'idée de pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ce genre de recherche-là en jeu vidéo, dans la mesure où, effectivement, Marie-Laure Ryan a déjà parlé des mondes impossibles en littérature, puis je veux dire, c'est loin d'être la seule personne, l'effectivement, en parle aussi. Il y a plusieurs autres auteurs, même Berthaud, j'avoue, que j'ai présenté, en ont parlé, là. Donc, c'est quelque chose qui a été exploré énormément, mais en jeu vidéo, non, pas du tout, mais justement, c'est qu'il il y a plein de choses qui, au contraire, on aurait bien de la misère à représenter. L'idée d'un portail, même, qu'on est capable de faire de manière triviale en jeu vidéo, trivial, c'est quelque chose qui se représente pas si facilement dans un texte. Là. Ça se fait, là, mais c'est tout un défi de décrire textuellement le jeu de Portal, là, comme de votre chance pour décrire cette expérience-là. Donc ouais, puis d'une autre manière aussi, effectivement, il y a des cas comme dire qu'il y a à la fois quelque chose sur le bureau, à la fois mes éditeurs sont sur le bureau, à la fois ils ne le sont pas, c'est facile à écrire. À faire percevoir, c'est tout un autre défi. Puis effectivement, je pense que cette base de données, mais aussi même la typologie, puis toute la réflexion qui va venir derrière, ça va nous permettre un peu de réfléchir à comment est-ce qu'on peut essayer d'y penser, puis aussi à un peu tous les problèmes que ça implique, là, parce qu'en réalité, les contradictions, il y a un argument pour dire le principe d'explosion qui fait que dès qu'on a une contradiction, on est capable de démontrer n'importe quoi en logique. Là. Mais vu que c'est un jeu, vu que c'est des choses qu'on présente, en fait, il y a quand même, c'est pas tout à fait le cas, là. Donc, il y a plein de réflexions autour du fait que, on se fait mauvais avec ça. Oh my God. En fait, le monde est incomplet. Donc, en gros, je suis capable de présenter des contradictions, mais certaines inférences vont exister, mais certaines autres inférences que je pourrais faire, théoriquement, ne sont pas vraiment faites. Donc, en fait, non seulement il y a des contradictions, mais en fait, il y a des inférences qui ne fonctionnent pas, il y a des règles logiques qui ne fonctionnent pas. Puis là, ben, c'est tout un défi, justement, là, de penser comment est-ce qu'on va faire fonctionner ça. C'est un autre type de réflexion. Là, quelles inférences vont fonctionner? Jusqu'où je veux aller avec ces inférences-là? Quelles potentielles nouvelles contradictions je veux me permettre qui vont émerger de ces premières contradictions? C'est toute une réflexion. Là. Ce qui est possible, c'est de typologiser, de voir les différentes possibilités très précisément. Oui, puis de le structurer, de s'assurer. Ben, c'est juste de penser, mais supposons que moi, j'ai mon idée dans la tête, je vais avoir deux personnages qui perçoivent le monde différemment, puis qui doivent naviguer ensemble. J'avais déjà fait ça dans un des jeux. Mais c'est toute une réflexion après ça, de se penser, ben, qu'est-ce que ça implique, là? Qu'est-ce que telle personne va voir, telle autre personne va voir, comment est-ce que je rends ça cohérent, intéressant? Pas cohérent parce que c'est incohérent, mais comment est-ce que je fais ça? Comment je le fais fonctionner? J'avais, par rapport à la conversion du set, parce que j'ai l'impression de passer en mathématiques, il y a le côté de l'outil qui est important, et ça m'a fait penser à la réponse de Jessie, en fait, dans le sens qu'en effet, les moteurs de jeu, c'est comme une espèce d'outil ultime à explorer des contradictions, parce que la quadrature, c'est pas juste de transformer le cercle en carré, mais de le faire avec seulement une règle et un équerre. Et de manière à ce que le cercle soit inscrit dans ça, donc en effet, avec des lignes de code, on le fait. Puis, donc, ma question, Jessie, pour rebondir là-dessus, c'est un peu la contradiction de ta contradiction. Est-ce que tu as observé c'est quoi qui reste cohérent dans tes jeux? C'est quoi l'espèce de prémisse d'action pour reprendre le terme mathématique, la règle de base que tu remets pas tant en question? Il y en a-tu? C'est une réflexion qui t'a traversé? Donc, je sais pas, je suis pas sûr si j'ai bien compris la question, là. Ben, en jeu vidéo, c'est quand même un défi. Lorsque je dis que c'est important de penser aux inférences, c'est que lorsqu'on met des contradictions, lorsqu'on découvre, ben, premièrement, dans mes propres jeux, je les avais pas implémentés. Là, maintenant, oui, là. Ce jeu-là, je fais exprès de choisir quelle contradiction je veux avoir. Ben, ce qui arrive souvent, c'est que lorsqu'on voit une contradiction, je vois un collider qui correspond pas avec ce qu'on voit à l'écran, il va y avoir des conséquences sur les effets de collision,
sur comment je le vois, comment je le perçois, mais il y a plein d'inférences qui se font pas. Là. Donc, en fait, c'est un processus constructif, là, parce que c'est un monde incomplet. Faut penser, se intéresser, en fait, aux théories des mondes plus en philosophie. On peut penser que c'est un monde qui est vraiment ersatien à la base. Là. C'est des phrases qu'on est capable de mettre une à la base de l'autre lorsqu'on prend à définir des mondes de fiction, par exemple. Là. Donc, c'est vraiment des choses qu'on construit. Y a-t-il de quoi parmi ce que tu as construit, mais qui, pour préciser ma question, qui est critique, que tu as constaté que tu n'arrivais pas forcément à contredire sans détruire le jeu avec un danger presque? Donc, il y a certaines choses que j'arrive pas facilement à faire, des contraintes techniques, mais c'est-à-dire que, comment dire, ouais, là, j'essaie de penser comment est-ce que je peux formuler ça. Parce que les contradictions, une fois que j'ai pensé, maintenant, je veux mettre une contradiction, ça va un peu avec ma manière peut-être de construire les jeux qui est qui touche beaucoup l'expérimentalisme formel. Là. Donc, justement, c'est peut-être quelque chose même qu'on peut blâmer de ma recherche, c'est que j'ai pas assez une grande approche multimodale là, de la chose. Là. Même ma typologie, ça séparait l'espace des objets, mais en réalité, tout ça s'est mis ensemble. Puis, si on veut s'intéresser à des contradictions plus complexes, que justement, j'ai moins fait. Mais là, c'est un autre défi de penser comment que tout marche ensemble, alors que moi, les contradictions que j'ai évaluées, que j'emploie, mais souvent, c'est des contradictions qui sont assez locales. Ce qui fait que ça me sauve, d'une certaine manière. Mais effectivement, il y a vraiment des choses. J'ai pas d'exemple où ce que je me sentais confronté à wow, je suis pas capable, ça fonctionne absolument pas. Peut-être un des plus grands défis que j'avais, c'est parce que j'avais écrit un poème. Je m'étais dit, je vais représenter ce poème-là, puis là, ben, effectivement, il y a certaines affaires que j'avais un peu de la difficulté à représenter. Donc, si je voulais vraiment pousser encore plus loin, puis représenter de manière très, très juste les contradictions qui sont représentées dans le poème, peut-être j'y arriverais pas. Encore une fois, les limitations techniques du fait que je ne sais pas encore comment faire un monde en 4D ou 5D. C'est comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, c'est moi qu'il faut qu'il. Non. Moi, ça donnait. Ok, justement, ça fait penser à un jeu que j'ai oublié le nom, peut-être ça va dire quelque chose à quelqu'un ou à toi, justement, je me demande si il fait partie de ton cursus. Comment que je veux dire? C'est un jeu au final, c'est comme un mathématicien qui l'a fait, c'est tout ce qui est proche est immense, et tout ce qui est loin. Non, c'est l'inverse. Tout ce qui est proche est petit. Hyperbolica. Hein? Hyperbolica. Ouais, exact. Okay. Je me demandais si justement ça rentrait dans ton. Oui, ça peut rentrer, puis effectivement, c'est une autre affaire que moi je peux pas faire. Oui, c'est ça, mathématiquement. Mais c'est pas correct, c'est fou ce qu'il fait là. Mathématiquement, c'est hyper compliqué, mais vu que justement, mathématiquement, c'est que ça tient la route, est-ce que ça rentre dans la contradiction ou vu que c'est réellement un principe mathématique qui est censé, c'est pas une contradiction? Donc, c'est une bonne question. En fait, c'est une bonne démonstration d'à quel point les contradictions que je nomme, c'est des contradictions qui sont perçues. C'est vraiment dans le monde qu'on imagine face à l'œuvre. Absolument, le système en arrière, il se contredit jamais. Là. Il y a toujours un programme qui explique. C'est pas un monde complet, de toute façon, c'est un monde de propositions entremêlées qui peuvent dire absolument n'importe quoi. Là. Ici, c'est le même principe. Ici, je peux absolument percevoir des contradictions dans la mesure où, justement, c'est quoi les propriétés que ça a? C'est que certains angles varient en fonction de la distance. Je sais plus, mais bref, effectivement, si j'ai pas cette mentalité purement mathématique d'un espace qui est pas purement euclidien, si moi, ma base raisonnable, la base que je suis capable d'imaginer, c'est un espace euclidien, puis que je ramène ça dans ce jeu-là, et je vois plein de contradictions, je vois plein d'affaires qui ne fonctionnent pas, des objets ou avec des shapes, des formes inconsistantes, là, absolument. Mais encore une fois, c'est pas une contradiction mathématique. Dans le système, absolument pas. Puis, pour rebondir justement par rapport à ça, si on essaie d'entrer dans la contradiction ultime, est-ce que ce serait simplement un jeu qui plante? Est-ce que tu vas considérer ça comme une contradiction pour les savants? Parce qu'au final, si le code part pas parce qu'il se contredit, même au bout du code. Ça, pour moi, ce serait plus un monde vide. C'est pas nécessairement une contradiction. C'est ça, ok, parfait. D'ailleurs, il y a des mondes vides, il n'y en a pas beaucoup, là, mais ça a été aussi pensé en littérature, un monde qui n'a rien. Ok. Mais je dirais
Non, après. C'est pas intéressant pour toi. OK. Ça peut être intéressant d'y penser lorsqu'on pense justement à la théorie des mondes, mais c'est pas quelque chose que j'ai mis à le monde. En tout cas, le monde, par contre, de faire planter le jeu, de créer des glitches, de le faire planter en milieu de route, ça, c'est une autre affaire. Mais s'il ne fonctionne absolument jamais, tu ne peux même pas l'ouvrir, peut-être. C'est une contradiction différente, surtout si tu penses que le jeu existe. Là, il y a des trailers, tout, faites l'effort, là, Steam, la grosse page, tout, là, ben, tu peux jamais l'ouvrir. Je vais faire ça. Ça va exactement dans la même continuité. Il y a tout un mouvement de fake games et tout ça. Là, c'est là je suis en train de consommer des guides de stratégie pour des jeux qui n'existent pas. Là. Vervis, c'est un excellent exemple à aller lire. Apprenez à jouer à Vervis. Le jeu n'existe pas, mais on sait comment le battre. Mais justement, dans ta recherche et dans tous les jeux que tu as catalogués, est-ce que tu faisais toi-même, mettons, une distinction entre qu'est-ce qui relevait de la programmation versus du glitch, parce que une sphère qui devient un carré ou genre une texture qui est à la fois là et à la fois pas là, c'est une erreur de programmation aussi. Des textures qui disparaissent ou apparaissent soudainement. Toi, tu as l'air de nous en parler comme étant des contradictions au sens du catalogue, c'est-à-dire si je me rapproche, la texture va disparaître, mais ton joueur moyen, à la limite, va percevoir ça comme étant un glitch ou une erreur. Fait qu'est-ce que tu différencies ce qui est intentionnel de ce qui ne l'est pas? Est-ce que tu es capable de dire ce qui est intentionnel de ce qui ne l'est pas? Alors, dans la base de données en tant que telle, elle est pensée entièrement comme un outil qui peut être employé de manière volontaire. Donc, absolument toutes les entrées que j'ai faites, c'est des choses que tu peux potentiellement essayer d'utiliser de manière volontaire. Donc, j'ai pas fait une différenciation de la chose. D'ailleurs, cette interprétation que tu as dépend beaucoup de l'observation. Puis, moi, la découverte que j'ai faite, j'ai pas fait d'études de cas à savoir justement ce que les gens pressentent que c'est un glitch ou pas. Cela dit, je trouve que ça peut être intéressant de mentionner que une de mes entrées, je pense que c'est juste une, parce qu'il y en a une qui me revient en tête, là. Des level of distance, je sais pas si c'est quoi. Mettons qu'on a un modèle 3D, ben, pour optimiser les choses, on va s'assurer que plus c'est loin, moins le niveau de détail est là. Donc, level of detail, en fait, c'est le niveau de détail. Donc, ça fait varier en fonction des distances. Puis là, ben, j'avais utilisé des chantiers TLOD là. Mais pour une raison quelconque, lorsque je manipulais les choses, j'ai fait une erreur, j'ai cliqué sur l'objet, puis en fait, j'ai juste sélectionné un niveau de détail particulier d'un objet que j'ai fait bouger. Puis là, ben, est-ce qu'à un moment donné, ça restait un bug? Ah, j'approchais, puis, what? Il y a quelque chose qui fonctionne pas, ça a changé de place. Je l'ai laissé de même, je l'ai inclus dans ma base de données. Donc, c'était une erreur, c'était un bug. Mais après ça, j'ai le droit de le réutiliser. Fait que c'est pas nécessairement un bug. Donc, il n'y a pas vraiment lieu de faire une différenciation nécessaire. Donc, on peut toujours utiliser ces bugs-là. Puis en fait, ce qui arrive souvent, c'est que quand les gens jouent à mes jeux, ben, souvent, il y en a qui vont rencontrer des bugs, ils vont poser le tir parce qu'ils s'imaginent que c'est... Que ça fait partie. Ça ne l'est pas des fois. Attends, des fois, c'est un gros problème, puis une chance que je suis là pour le voir. Okay. On va prendre une dernière question. On m'excuse, on est déjà à 15 minutes en retard. Je me demandais si tu avais pensé à une manière de sortir d'un engin de création de jeu, puisque, mettons, Unity, s'il y a des contradictions à même le code, il ne va pas vouloir runner, il ne va pas vouloir starter, il ne va pas vouloir builder, en fait. Ben, je me demandais si tu avais exploré des manières de détruire un peu le code pour que tu puisses trouver des contradictions à même l'engin, en fait. Je me demandais s'il y avait moyen de, justement, comme je suis beaucoup dans la destruction de fichiers, ce genre de choses-là, ces temps-ci, je me demandais s'il y avait s'il y avait quelque chose à explorer dans si on permet aux joueurs de détruire le code même du jeu, avant que ça plante ou avant qu'il y ait des choses qui échouent, peut-être qu'il y aurait des choses à les découvrir, puisque ça ne serait pas nécessairement une simulation d'une contradiction. Comme ce qui se passe en ce moment, avec Unity, on implémente une contradiction, donc c'est une simulation d'une contradiction, puisque si c'était une contradiction en vrai, ça ne fonctionnerait pas, ça ne devrait pas runner. Je me demande juste si, justement, il y avait une manière d'aller explorer
cet espace-là de destruction un peu du code ou ce genre de choses-là amène le jeu. Donc, une fois que tu es à l'intérieur du jeu, est-ce que, comme, qu'est-ce qui. Bref, c'est une piste que je me demande si ça avait été exploré. Je sais que j'avais déjà pensé effectivement à un jeu qui s'auto-modifiait dans le futur. C'est pas nécessairement évident de penser. Puis, c'est du moins si on utilise un engin de manière générale, on peut en fait, ça veut rien dire dans le sens où c'est pas l'engin qu'on modifie, c'est l'exécutable. Donc, de toute façon, c'est une couche par-dessus finalement qu'on va aller modifier. Cela dit, ce que j'ai déjà fait, ça je l'ai pas fait, mais encore une fois, ça dépend parce qu'il y a des États qui changent de manière permanente. On peut argumenter que c'est la même chose. Là. Mais ce que j'ai fait, je pense, qui est intéressant, je pense, par rapport à ce que tu as dit, c'est m'intéresser à des contradictions identitaires entre la personne qui joue comme personnage puis la personne qui joue comme personne dans la vie réelle. Puis là, ben, j'ai fait un jeu là-dessus, un des 10 jeux de Human Test, c'est ça, là. C'est une machine qui essaie de tester, qui veut que tu prouves que tu es un robot, là. Fait que là, ben, il faut que tu fasses plein de choses que tu pourrais pas faire, toi, en tant que personnage, joueuse, en tant qu'humain, dans cet espace-là. Ben, il faut, par exemple, t'as pas le choix d'aller employer un autoclicker. T'as pas le choix d'aller à l'extérieur pour cliquer assez vite pour réussir ce qu'il te demande. T'as pas le choix, parfois, d'aller manipuler des game files pour pouvoir avancer, d'aller changer des fichiers directement dans les dossiers. Des trucs de ce genre-là. Puis ça, c'est pas juste moi qui ai fait ça. Il y a d'autres jeux aussi qui l'ont fait. J'ai pas les noms par cœur. Donc, il y a ça qui est à explorer, je pense, dans cette question-là. Puis ça c'est dur à vendre. Ça, c'est pas évident. Oui, c'est extrêmement difficile. Là. C'est sûr que comme d'utiliser un engin par expérience, ça facilite énormément, ça accélère surtout énormément de choses. Donc, c'est pas quelque chose de facile à réaliser. J'espère que je répondrai quand même. Oui. Bon, merci.